Salut, ici Nick. Je suis professeur en informatique au Cégep de Shawinigan. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter un ennemi sur un jeu de plateforme. L'ennemi va se promener et il va attaquer lorsque le joueur entre en contact. Je vous avertis, ça va être une vidéo assez explicative. La vidéo fait partie de la série sur la vidéo de création d'un jeu de plateforme. Donc, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à le faire. Il devrait y avoir une carte qui apparaît dans un des coins de l'écran. Sinon, ça va être dans la description. Le lien vers le code source du projet sera aussi disponible dans la description. Donc, on ne tarde pas, on va commencer immédiatement. Le projet est simplement un personnage qui se promène sur une plateforme relativement simple. On n'est pas rendu au niveau, rien de ça. Donc, mon personnage se promène avec les flèches, il peut sauter avec l'espace, il peut faire quelques attaques avec des animations que l'on a intégrées dans le projet. On va juste rapprocher le personnage un petit peu plus vers la zone parce qu'on va rajouter un ennemi. Donc, qu'est-ce qu'on va falloir faire? La première chose qu'il va falloir réaliser, ça va être d'améliorer la structure des fichiers du projet. En effet, on va créer un dossier qui va s'appeler Assets. Le dossier va contenir les ressources du jeu, mais principalement les images. Asset veut dire ressources en anglais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer les images du Viking, le fichier du tileset, c'est-à-dire les environnements de jeu, et on va importer le fichier de l'ennemi. Comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, les ressources du projet sont disponibles via itch.io. itch.io. Les ressources coûtent genre 3$ américains, soit la moitié du prix d'un skin quelconque de base dans n'importe quel jeu vidéo. C'est toujours bien d'encourager les artistes. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc, en ce qui me concerne, les images, je les ai déjà téléchargées dans mon cas. Les ressources, je vais aller récupérer l'image. Chio, Viking Golem, Viking, pas Viking, mais on va aller avec Pilgrim. On va aller chercher l'ennemi. Donc, mon ennemi, ce que je vais faire, oups, excusez. Je vais prendre mon fichier .png et je vais le glisser vers les ressources. Une fois que l'image est glissée, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier qui va s'appeler Assets, les ressources en fin de compte. Je vais glisser l'ennemi à l'intérieur. Je vais glisser mon tileset à l'intérieur et je vais glisser les images de mon Viking à l'intérieur. Donc, je peux l'explorer. J'ai mes 3 images à l'intérieur. Si j'ai d'autres images à rajouter, je vais faire exactement la même chose. C'est que je vais rajouter l'ennemi dans les... pas l'ennemi, mais je veux dire les images dans ce dossier. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que l'on va créer une nouvelle scène. Tout simplement. Oups, je me suis trompé. Donc, créer une nouvelle scène. Je vais aller dans mes ressources, ajouter une nouvelle scène. Ou il y a une façon plus simple aussi, là. Donc, je vais cliquer sur Mob. Mob qui tient pour méchant en anglais. Donc, Mob. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nœud. Ma structure va être relativement simple, très similaire à celle d'un joueur. Donc, ça va être un kinematic body, suivi d'un sprite pour les images, avec un animation player pour la gestion des animations. Et ensuite, on va mettre un collision shape pour gérer la collision du personnage. Donc, kinematic body, je vais rajouter ensuite un sprite. Je vais monter encore d'un niveau. Je vais rajouter l'animation player. Puis, je vais rajouter un collision shape 2D. Je vais renommer mon kinematic body pour mob pour avoir le même nom que ma scène. Je vais sauvegarder, CTRL S.
Maintenant, au niveau de mes sprites, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon ennemi, je vais le glisser dans la propriété texture. Je vais pouvoir zoomer sur mon ennemi. OK? En passant, si vos images, si vous faites un jeu de style pixel art, comme que je fais, si l'image semble floue, c'est parce que lors de l'importation, Godot applique un filtre de lissage sur l'image. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va sélectionner notre image. Je vais aller dans l'onglet Importation. Je vais aller dans Pré-réglage, 2D pixels, et je réimporte l'image, tout simplement. Et l'image devrait maintenant être pixelisée. Maintenant que mon sprite est là, ce que je dois régler, ça va être de gérer mes animations. Donc, dans le nœud sprite, je vais aller dans, pas dans Offset, excusez, dans Animation. Le nombre d'images à l'horizontale, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, j'en ai 8. Le nombre d'images à la verticale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faut pas oublier le petit vide qui est en bas. OK. Et j'ai mon animation qui est là. Donc, si j'avance mes frames, je peux voir que mon animation fonctionne très bien. La prochaine étape, ça va être d'aller faire nos animations. Donc, l'animation qu'on va avoir, on va commencer par... dans le jeu d'animation qu'on a, on a 8 animations. Si je vais récupérer mon image, je vais juste vous montrer mon image. Oh, j'ai vu passer dans mes Quick Access, qui est là. Donc, dans mon image, ce que je vais avoir, vous voyez, il est flou, exactement le genre de filtre qui est appliqué là. Donc, voyez-vous, je vais avoir une animation de griffage, je peux avoir une animation de surplace, une animation de marche, de griffage, un genre d'animation de summoning en anglais, en français, on fait. Désolé de l'animation, mais genre d'envoyer des choses magiques. Puis j'ai une animation qui va frapper au sol et j'ai une animation de la mort. Donc, comme je disais, on va aller sélectionner le Animation Player. Dans l'Animation Player, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je vais juste l'augmenter comme ça. Dans l'Animation Player, on va commencer par créer une nouvelle animation idle. Puis, dans l'animation idle, on va ajouter une piste de propriété qu'on va aller récupérer avec Sprite. Je vais animer le frame. Je vais ouvrir. Ensuite, l'animation pour le surplace, le idle, il y a besoin de 8 images. On va mettre l'alignement magnétique à 0.15. Parce qu'on voit que le personnage, c'est un personnage style lent un peu. Fait que je ralentis un peu l'animation. Donc, j'ai 8 images pour l'animation du surplace. 8 x 15, ça donne 1.2, 120. Donc, 1.2 secondes au niveau de l'animation. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner mon nœud. Je vais commencer avec le nœud 0. Je le rajoute jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je fais 8, oh, il y en a un. Ah, c'est la marche. OK, je vais enlever le dernier que j'ai rajouté. C'est la marche. Donc, je l'anime et c'est le personnage sur place. Bon, l'animation à faire du sur place, c'est une boucle. Donc, je vais activer l'animation de boucle. Puis, si je le joue, et voilà, mon personnage. Il respire rapidement, mais il respire quand même. Donc, on va faire la même affaire. On va créer une nouvelle animation. Je crois, on va créer une nouvelle animation. Je vais l'appeler Walk. Donc, Walk. Acheter une piste de propriété, Sprite, Frame. Puis ensuite, ce que je vais faire, je reprends le frame encore. Je commence l'animation au frame numéro 9. Oups, c'est pas sur la bonne place. 8. Donc, 7, 8, l'index numéro 8, qui est la première image de la marche. Je vais faire un alignement magnétique à 15. Je vais boucler cette animation-là. La durée d'animation pour la marche, c'est... il y a 7 images, donc 7 x 15, ça donne 75 plus 30, ça fait 105, 1.05. Donc, je prends
je me place à la position 0, je rajoute le frame 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et voilà, j'ai mon animation de la marche. Je vais tester et mon personnage marche. Pour les autres animations, je vais les mettre en accéléré, mais c'est toujours le même concept, sauf que ce ne seront pas des animations qui vont être bouclées. Je vais aussi mettre dans la description euh, les frames de quelle animation va jusqu'à quel frame, ainsi que la vitesse que je vais mettre et la durée de chacune des animations. Mais principalement, les animations vont être à 0.15 au niveau des alignements des images. Puis, ça va être 0.15 multiplié par le nombre d'images qu'on va avoir. Sauf pour l'attaque, ben, je vais la faire en live, l'attaque. L'attaque, on va la faire un petit peu plus rapide parce que, tu sais, une attaque de griffe qui est lente, c'est pas très impressionnant. Je veux une attaque de griffe qui est assez rapide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter une pièce de propriété encore une fois. Je vais aller récupérer la frame de l'attaque. L'attaque, ce sont les images 16 à 21. Donc, je vais aller récupérer les images 16 à 21. Je vais juste la mettre rapide, donc à 0.05. Puis, je vais mettre une longueur de 0.3 pour l'attaque. Donc, ça va être vraiment rapide. L'image commence du frame 16. Parce que si je recule, c'est 15. Bon, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21. OK. Donc, pourquoi j'ai mis court comme ça? Regardez bien quand on va l'animer. Parce qu'on va être une attaque très rapide. OK? C'est ce que je voulais. Donc, pour les autres animations, je vais les faire de façon accélérée. Bon, maintenant que les animations sont faites et sont testées, euh, on va passer à l'autre étape. Toutefois, je tiens à noter, si par exemple, dans mon cas ici, le stamp, ce que j'ai fait pour l'animation stamp, à la fin, je suis revenu à l'image 6, qui est comme une pause de l'animation walk. Ok, je trouvais que ça faisait plus beau. Si vous arrivez, par exemple, puis vous avez un problème de style, regardez bien l'image. Il y a comme un petit coup de griffe qui se donne momentanément vers la fin. Tchoup! Il y a comme un coup de griffe, vraiment, il faut quasiment faire un pause sur image. Ce qui arrive, c'est que ça se peut que vous ayez mis ici l'animation au lieu d'être continue, au lieu d'être discrète, vous l'aviez mis continue. Ça m'est arrivé, j'ai cherché longtemps, donc je vous le dis tout de suite, mettez-la à discrète. OK? Donc, les animations sont complétées. On passe à l'animation tree. Donc, je vais rajouter ah ben j'ai oublié de mettre le collision shape, mais indiquer un rectangle pour le collision shape. Donc, je vais juste changer. Je vais mettre un rectangle pour la position de la collision pour mon personnage. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un nœud animation tree. OK. Mon animation tree, maintenant, il y a un point d'exclamation parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, l'animation tree, lui, sert, comme l'animation player, à gérer les différentes transitions des états pour l'animation player. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec le plus simple. Tree root, on va aller sélectionner dans la propriété Tree root, on va aller sélectionner Animation Node State Machine. OK? Anim Player, on va aller récupérer le Anim Player du personnage. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter les états. On va commencer l'animation Idle, puis l'animation Death. OK? Donc, Idle, je vais configurer Idle comme étant le point de départ. Donc, quand je vais mettre le personnage, ça va être le point de départ. Puis la mort va être le point final. Maintenant, si je veux lier deux animations, un petit truc que j'ai découvert récemment, je maintiens la touche Shift, je clique et glisse le point de départ et la fin, puis ça va me donner ma transition.
Évidemment, quand il y a une mort, on ne revient pas dans ce cas ici. Donc, c'est mon animation. Je peux l'activer. Donc, je vais aller voir l'animation tree. Je vais activer mon animation tree. On voit que mon idle fonctionne. Mon death, il fonctionne. OK, je vais juste enlever le collision shape pour que ce soit plus facile à jouer. Donc, maintenant, on va rajouter les autres animations. Je vais faire ça être dans la façon accélérée. Maintenant que les animations sont faites, il va me rester les transitions. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, on se concentre juste sur l'attaque de base, walk et idle, ok, peut-être death, mais le reste, ça va aller dans une vidéo qui suivra. Donc, on va rajouter les transitions rapidement. Je vais accélérer ce processus-là. Pour chacune des transitions, ce que je vais faire, c'est que je vais les configurer. Donc, je ne sais pas si je peux en sélectionner plusieurs. Je ne peux pas, non. OK, donc attaque, une fois pour quand il va terminer l'attaque, on va revenir à idle. Donc, dans la propriété switch mode de la transition, on va le mettre at the end. Puis on va faire auto advance. Même affaire pour stomp. At the end, auto advance. Puis cast. At the end, auto advance. Je crois bien qu'on a pas mal tout fait ce qu'on avait à faire avec les nœuds au niveau de l'ennemi. Peut-être qu'on va sûrement revenir tantôt pour améliorer d'autres éléments. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter dans le nœud World, je vais rajouter l'ennemi. Donc, dans World, instancier une scène enfant, je vais aller rechercher Mob. Puis, où est-ce qu'il est rendu, mon Mob? Il est là. Donc, je vais aller le mettre de manière à ce que je puisse le voir dans ma caméra de l'ennemi. Je vais pouvoir maintenant activer le tester. Et voilà, mon ennemi est là. Évidemment, il n'y a pas de gravité, rien d'appliqué. Mais on est dans un début. Mon personnage est animé dans mon jeu. Maintenant, place au code. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans mon mob. Je vais sélectionner mon nœud parent, excusez. Je vais rajouter un script. Donc, le chemin mob.gd. Moi, je prends le modèle no comment parce que j'ai moins de code à effacer. Donc, je vais créer mon code. Comme je l'ai dit dans les autres vidéos, j'utilise Visual Studio Code par habitude. Donc, dans cette partie de code-là, la première chose à faire, ça va être d'ajouter la gravité au personnage. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer trois constantes. La gravité et la vitesse. Là. Max Fall Velocity. Je vais créer Const Gravity. Vous remarquez que les constantes, il y a une convention souvent dans les langages de programmation, c'est qu'on va rajouter, en fin de compte, on va utiliser comment dire, la majuscule. Okay? Fait que la majorité des programmeurs vont comprendre quand on voit une majuscule, c'est que ce sont des constantes. Pour chacune des valeurs, je vais mettre 200 pour le max velocity. Pour la gravité, je vais mettre 10. Puis comme valeur de max velocity, je vais mettre 50. Tantôt, j'ai dit max fall velocity, ça va être la vitesse maximale de chute. La gravité, c'est la gravité. Puis max velocity, c'est la vitesse maximale que mon personnage va pouvoir se promener sur va pouvoir se promener sur l'axe des X. Donc, je vais rajouter la fonction physicsProcess. OK, juste. Puis, dans physicsProcess, ce que je vais faire, je vais juste tester la gravité. Je vais rajouter le code velocity.y plus égale gravity. OK. Donc, je rajoute la gravité. Ensuite, pourquoi qu'il n'aime pas ça? Ah, velocity n'est pas déclarée. Ben oui, j'ai oublié de déclarer la velocité. Donc, je vais faire une variable velocity que je vais instancier comme un vecteur 2 que je vais mettre comme 0. OK, tout simplement. Donc, on va l'essayer comme ça. On va rajouter velocity égale move and slide. Donc, oups, pas collide, mais slide. Slide. Puis, ça va être la velocity, virgule, vecteur 2.up pour indiquer que le haut il est en haut de l'écran. Donc, je regarde ça. On va retourner dans le projet. Tout. On va pouvoir sauvegarder. Je vais faire test. F5. Boum. Mon personnage est tombé. Donc, la gravité fonctionne.
Maintenant, un petit truc dans Godot, c'est qu'on peut faire une assignation avec un if, parce que je veux pas que la gravité augmente de façon infinie. Fait que je vais faire if. Là, mon truc me le suggère, mon copilot me le suggère, mais c'est pas ce que je veux, c'est 0 ici. Donc, ce que ça va faire, cette ligne de code-là, c'est vélocité y plus égale gravité si la vélocité y est plus petite que la max fall velocity. Sinon, tu vas mettre 0. On n'additionne plus. C'est rendu, on va mettre 0 pour la velocity. OK? Donc, je vais tester, évidemment. C'est toujours bien de tester. Ça fonctionne. Prochaine étape. Ce que l'on va faire. Euh, le projet, je veux qu'il fonctionne avec ce qu'on appelle une machine à état fini. Le concept de machine à état fini, c'est un principe bien simple où une machine, dans notre cas, ce sera l'ennemi, aura des états prédéterminés et qu'il y aura des transitions pour passer d'un état à l'autre. C'est ce que l'Animation Tree fait dans le volet animation. Donc, si je vais dans l'Animation Tree, je vais aller dans les Animation Tree. Ça, c'est une machine à état fini. Donc, je vais coder une machine à état fini dans laquelle on va pouvoir indiquer le personnage, indiquer ses états et les programmer. Et ça va simplifier grandement la gestion de l'ennemi. Puis c'est bon pour n'importe quoi. On dit machine à état fini, mais c'est bon pour les NPC, c'est bon pour les ennemis, c'est bon pour le joueur, ça va être bon pour même à l'extérieur de la programmation, c'est bon pour si vous avez fait de l'électronique, des trucs de ce genre-là, c'est toujours valide, OK? Donc, vous allez voir, c'est relativement simple. Ce que je vais avoir besoin, j'ai besoin de l'état du personnage et les types d'état. Donc, au niveau euh, du personnage, ce que je vais avoir besoin, ça va être une variable de type enum. Donc, enum, je vais générer une énumération. C'est quoi les états de mon personnage? Ça va être dans le jeu, ça va être walking, attacking, puis death. Donc, maintenant, j'ai défini des énumérations. Ce que je vais avoir besoin, c'est une variable pour conserver l'état de mon personnage. Puis par défaut, ça va être l'état walking. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que je vais avoir un match. OK? Current state. Je vais vous expliquer un peu après c'est quoi. Puis je vais faire walking. Walking. J'ai quoi après? Je vais faire une méthode walk avec delta. Je vais avoir attacking. Attack. Delta. Ensuite, je vais avoir death. Death. Delta par habitude. Et ensuite, pour death, je vais mettre. Oups. Par rapport. Death, je vais mettre pass. Pour pass, return. Parce qu'une fois que le personnage est mort, bah, je ne veux pas rien gérer de ça. Maintenant, qu'est-ce que ça fait la machine à état fini? Dans mon cas, dans le cas présent, la machine à état fini, faire en sorte que. Regarde le match, ça veut dire coïncide. C'est comme si vous savez programmer, c'est comme un switch, ok? C'est exactement un switch, là. Donc, regarde le current state, ok? Il fallait concorder avec un des éléments en bas. Donc, dans mon cas, l'élément walking, si c'est walking, il va exécuter la fonction walk. S'il est en mode attacking, il va exécuter la fonction attacking et death, et ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire, il va me rester à générer mes fonctions. Donc, je vais faire walk. Delta. Pass. OK. Je suis paresseux un peu. Je vais tout les copier-coller. Puis je vais juste les renommer. Et c'est walk, attack, puis death. OK. La première fonction qu'on va tester, qu'on va essayer, ça va être la fonction walk. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer le code de velocity. Je vais le mettre dans le walk. Pourquoi je le mets dans le walk? Ben, la gravité, je vais l'appliquer uniquement lorsque le joueur peut se déplacer. Quand il va attaquer, c'est parce qu'il va être déjà au sol. Il ne pourra pas tomber. Puis quand il va être mort, ben, il va être mort. Je ne veux plus qu'il se déplace.
Donc, je vais faire walk. On va le tester. Donc, je vais retourner dans mon projet. Je l'exécute. Et mon personnage tombe encore. C'est tout à fait normal. Il ne se passe pas grand-chose parce que j'ai juste fait la vélocité. Remarquez l'avantage de faire des fonctions comme ça, walk, attack, death. Mais quand je suis en état walk, il reste juste dans le walk. Je n'ai pas besoin de me préoccuper des autres états. Donc, ce qu'on veut, évidemment, dans le walk, ce qu'on veut qu'il marche, qu'il se déplace. Donc, ce que je vais faire velocity.x égale, on va le faire aller au maximum velocity. OK? Maximum velocity, tout simplement. OK? On va juste faire ça comme ça. Je vais retourner dans mon projet, je vais l'exécuter. Et voilà, mon personnage avance et tombe, ce qui est tout à fait comprenable. Évidemment, pourquoi que le personnage tombe, c'est parce qu'on n'a pas géré la falaise. N'oubliez pas que si on ne le dit pas, il ne le fait pas. Donc, dans ce cas ici, ce qu'on va avoir besoin, c'est un détecteur de falaise qui va détecter où est-ce que la falaise elle est. Puis lorsque la fin de la falaise arrive, ça va faire changer la direction du personnage. On va utiliser le concept de raycasting. En résumé, il s'agit d'un vecteur qui retourne vrai si la collision avec un item arrive. Donc, il y a une collision d'item à surveiller. Donc, on va prendre le nœud mob, on va rajouter l'item, pas l'item, mais le nœud raycast 2D. Le raycast 2D qui est simplement une flèche en fin de compte, comme on le voit ici. Puis lorsque la flèche collisionne avec quelque chose qu'on surveille, ben, elle va retourner vrai, sinon elle va retourner faux. Donc je vais renommer mon raycast pour l'appeler Floor Detector. Si vous l'avez mieux en français, détecteur de plancher. Donc Floor Detector, ce que je vais faire, c'est que je vais premièrement l'activer. On n'a pas besoin d'avoir 50 de loin. On va mettre 20, c'est très suffisant pour le personnage. Je vais déplacer le vecteur un peu en avant, à peu près jusque la baguette, je dirais, du personnage. Donc, quand le plancher va détecter, quand la flèche ne détectera plus le plancher, on va faire changer la direction du personnage. Le plancher, dans notre cas, c'est le sol qui est dans notre tile map. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que là, on va rentrer dans un nouveau concept. Il faut que je vous montre le concept de couche physique. Regardez mon floor detector. À droite, j'ai un collision mask. Donc, c'est un masque de collision. Avec quoi qu'on va collisionner? Dans mon cas, c'est calque 1 qu'on va utiliser, mais tu sais, calque 2, il y en a plusieurs jusqu'à calque 16 pour l'instant. C'est, comment dire, c'est un petit peu lourd de connaître tous les numéros de calque. Donc, ce que je vais amener, c'est qu'on va aller dans les paramètres du projet, puis on va changer le nom des calques pour que ce soit plus représentatif. Donc, dans les propriétés du projet, je vais dans l'onglet Général, je vais aller dans la section Layers Name, puis Layer 1, ce qu'on va mettre, ça va être la map en anglais. Layer 2, on va mettre le joueur. Layer 3, on va mettre le personnage qui est, mettons, Enemies. On va mettre les Enemies là-dessus. OK? Donc, évidemment, là, il y a un petit bug, je crois, dans Godot. Il ne remet pas à jour les noms des collisions de masse. Donc, ce que je vais faire, je vais sauvegarder mon mob. Je vais le fermer. Je vais le réouvrir. Je vais dans Floor Detector. Puis, voyez-vous, j'ai Map, Player, Enemies. OK? Donc, je vais aller dans mon World. Mon tile map, je vais m'assurer qu'il est sur sa couche, Layer. Il va être dans la couche Map. OK? Donc, Mob, dans mon Mob, mon Floor Detector, il va faire une collision avec la map. Donc, je pourrais avoir d'autres éléments à travers. Par exemple, la map ferait en sorte que le mapping de quelle couche il va être, le collision mask, par exemple, faire en sorte que le joueur, il pourrait, par exemple, entrer en collision avec les bonus, disons les pièces dans Mario Bros. Mais les ennemis ne
détecte pas la collision avec les pièces. OK? Donc, c'est un peu le principe du masque. Un cas d'utilisation, c'est qu'on va utiliser le masque. Euh, donc, mon floor detector est là. Je vais retourner au code. Mais avant de retourner au code, je vais penser à ça. Il faut dire à l'ennemi sur quelle couche il va être. Donc, dans ce cas-ci, le kinematic body. OK, le nœud kinematic body, il faut lui dire dans quelle couche il va être. Collision, donc collision object 2D. Lui, ennemi, il va être dans la couche enemies. OK. Pour mon joueur, je vais faire exactement la même chose. Donc, je vais aller dans mon player, je vais aller récupérer mon player, puis la collision au niveau de layer, mon joueur va être sur le layer joueur. Pour les autres, les masques, on va gérer ça plus tard. Donc, une fois ça c'est fait, on va aller dans le code pour de vrai. Donc, je vais dans mon mob. Je vais aller ouvrir le script de mon mob. Maintenant, quand il marche, je veux qu'il fasse une détection de collision au sol. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va on va faire une fonction qui s'appelle detect détection, detect direction change. Direction change, désolé. Direction change. OK. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire dans Detect Direction Change? Dans Detect Direction Change, ce qu'on va vouloir faire, c'est s'il est au sol, mon ennemi, ce que je vais vouloir réaliser, c'est qu'il est au sol. S'il ne détecte plus le plancher, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la direction du personnage. OK? Donc, Detect Direction Change, si il est sur le sol, s'il est au sol, is on floor. OK? Si c'est le cas, maintenant. Si, on va chercher le floor detector is colliding. Je vais aller chercher la fonction. OK? Puis là, on va faire changer la direction. Maintenant, c'est pas si il y a une collision, c'est si il n'y a plus de collision. C'est ce qui m'intéresse. Je vais juste faire pass ici, juste pour en attendant. Maintenant, je vais faire changer la direction. Je pourrais faire le code de changement de direction dans cette partie-là, sauf que je vais créer une fonction pour changer la direction. Tout simplement parce que il n'y a pas juste le floor detector qui va faire changer la direction. Il va y avoir le mur qui va faire changer de direction. Et il va y avoir aussi le contact avec l'ennemi. Une fois que l'ennemi s'en va, je voudrais que mon personnage change de direction. Donc, je vais faire une fonction qui s'appelle func, qui va s'appeler flip direction. Je vais l'appeler direction flip, tant que je vais tout mettre ce qui est direction en premier. Direction flip. OK. Puis direction flip, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pas mon state, ça va être mon scale.x. Non, c'est pas vrai. Je vais faire direction multiplié égal par -1. Puis je vais faire un direction flip. Je vais faire le concept de drapeau. Direction flip égale false. OK? True. Ça, c'est le concept du drapeau. Donc, quand il change de direction, je vais indiquer à mon programme, hey, il y a eu un changement de direction parce que je veux récupérer cette information-là plus tard. Donc, dans mon cas ici, pour pas avoir le même nom, ouais, je vais rechanger le nom. Ici, je vais faire flip direction. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler flip direction. Les chiales parce que je n'ai pas créé mes variables de direction. Donc, direction, c'est une variable qui va valoir 1 par défaut. Direction flip va égaler false au début. Donc, je vais faire une variable ici en haut, var direction qui égale 1, var direction flip égale false. OK? Vous allez comprendre pour le drapeau tantôt. Là. Donc, quand il va détecter mon qu'il n'y a plus de plancher, il va changer la direction. Maintenant, je n'utilise pas ma direction nulle part. Donc, ce que je vais faire, ça va être ma max velocity fois la direction. OK? Donc, si je prends ça,
exécuter mon projet. Tout. Et il ne change pas de direction. Pour quelle raison? Évidemment, j'ai oublié de faire, d'appeler direction change. Donc, je fais fois la direction, mais il ne recherche pas c'est un changement de direction. Donc, je vais appeler la fonction direction change, un détecteur de direction de change. Je vais appeler ça en haut de mon walk ici. Donc, il détecte que c'est un changement de direction. Si un changement de direction, il continue son walk. Dans ce cas, tout simplement. Donc, je présume que là, ça va fonctionner. Donc, touffe. Et voilà, ça fonctionne. Et maintenant, c'est Michael Jackson et il fait de la danse. Là, on voit bien qu'il y a un problème. Première étape, il change la direction, mais quand il change de direction, il ne change pas de direction dans lui-même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier l'animation, donc la direction de l'animation. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans mon walk, je vais dire if direction flip, comment je l'appelle direction flip? OK, donc c'est un changement de direction. Seulement si c'est un changement de direction, tu vas faire scale.x fois égale moins 1. Donc, on va changer, on va faire un miroir sur l'ensemble de mon nœud. Ensuite, mon drapeau est élevé, je vais redescendre mon drapeau et dire, il n'y a plus de direction flip, je le mets à face. Donc, on va juste tester cette fonction-là. Ce petit bout de code-là, touf, boum, et voilà, j'ai ce que je veux. Maintenant, on remarque que mon personnage arrive au mur et il ne change pas de côté et c'est ce que l'on veut. Qu'est-ce qu'on fait? 3, 2, 1, je vous laisse deviner. On fait un autre raycast, mais ce coup-ci pour le mur. Donc, rapidement, je vais faire un raycast pour le mur. Je vais rajouter un nœud, enfin, qui va être un raycast, qui va être un wall detector. OK. Mon wall detector, c'est la grande flèche qui est grise là. Ce que je veux, c'est que je veux caster en avant de mon personnage. Donc, disons que je mets 10 par en avant. Mon Y va être à 0. C'est un petit vecteur. Je vais le déplacer. Allez, déplace. OK. Je déplace mon petit wall detector. Il va collisionner encore une fois avec la map. Je vais l'activer. Donc, maintenant, je peux voir dans quelle direction il va regarder les collisions. Ceci étant fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon code maintenant. Dans mon code, mon direction change, je vais changer de direction s'il n'y a plus de plancher, mais aussi s'il frappe un mur. Donc, s'il n'y a pas de plancher, ou le wall detector, je vais appeler wall detector? Ouais, wall detector.is colliding. Tu vas changer, évidemment, quand on est bilingue, hein? Or, OK? Wall detector is colliding. Change de direction. Voyez-vous, je n'ai pas besoin de créer une autre fonction pour ça. J'ai juste à changer mon if. Maintenant, je vais vérifier. Clic, il change de direction. Clic, il change de direction. Et voilà, j'ai mon personnage qui se déplace de gauche à droite. Cool. Maintenant, place à l'animation. Dans le cas de la méthode, dans le cas de la méthode physics process, ce qu'on a, c'est qu'il va exécuter à chaque fois son. Si on revient dans le code, évidemment. Physics process, il va exécuter walk detection. On veut faire passer l'état d'animation de l'état d'animation tree vers un autre, mais sans l'appeler à chaque passage de boucle. On veut que ça se fasse un one-shot. OK? Si on fait en sorte que l'animation tree, on l'appelle à chaque fois, ce que ça va faire, c'est qu'il va recommencer l'animation tout le temps. Donc, ça ne fera pas une belle animation. Il n'y aura pas le temps de finaliser chacune de ces animations. Ce qu'on veut, c'est que lorsque l'animation rentre dans l'état, disons de la marche, walk, on active la transition une seule fois. Ainsi, on va créer une fonction qui va s'appeler walking enter, puis que l'on va appeler que lorsque l'on voudra passer d'un état quelconque vers walk. Donc, ça va être comme
le nom d'état enter, walk enter, attack enter, death enter. OK? Dans cette fonction, ce qu'on va avoir besoin, c'est d'une référence vers la machine à état de l'animation tree. Puis ce qu'on va avoir besoin, c'est de créer une variable state machine. Donc, je commence. Dans ce cas ici, je vais aller dans var state machine. OK. Dans le onReady, ce que je vais faire, c'est que je vais faire state machine égale animation tree.get. Là, dans mon cas ici, ça va être get, c'est pas state machine, ça va être get. J'ai un blanc de mémoire. On va aller voir c'est quoi le nom. Oh, je vais fermer mon animation. Celui-là, OK. Ça va être, je reviens dans mon animation tree. Le truc, on va aller dans les paramètres. Je vais avoir le nom du paramètre, c'est playback qui est ici. C'est parameters playback. La propriété parameters playback. Donc, get parameters / playback. Juste pour m'assurer que c'est la bonne fonction. Là. Des fois, je peux avoir un petit blanc de mémoire. Ça semble être la bonne fonction. Donc, j'ai mon playback que je suis allé récupérer ici. Ça fonctionne. Maintenant, la première animation que je vais avoir, c'est State Machine. State Machine. Point. La fonction travel, la méthode travel, qui permet de s'en aller d'un état vers un autre. OK? De mémoire, ce serait travel. Pourquoi qu'il Ah, c'est parce que je machine. OK? Je vais juste vous montrer le travel, qu'est-ce qu'il permet de faire. Donc, le travel, animation tree. Je fais animation tree, il s'en va vers walk, il voyage vers walk. Maintenant, si je suis en train de marcher puis je veux attaquer, je vais faire, quand il va faire travel, c'est qu'il va aller voyager de walk vers attack. Donc, le chemin le plus court pour voyager de walk à attack, il va faire walk, idle, attack. Mais il ne fera pratiquement rien dans le idle. OK? Donc, ce que je disais tantôt, on allait faire la fonction enter walk. Mais juste pour vous montrer qu'est-ce que ça permet de faire, c'est que là maintenant, quand je vais animer mon personnage, il n'est pas en état walking. Bon, je vais le corriger tantôt. On va le corriger sous peu. OK? Ah, je sais pourquoi il n'est pas en état walking. Parce que c'est pas walk que j'ai utilisé. Je vais juste aller confirmer. C'est walk. Puis c'est un W majuscule. Bien important, W majuscule. Donc, on retourne. Walking. Et voilà, mon personnage marche. C'est-tu pas merveilleux? Donc, si je vais sur mon truc, mon personnage, voyez-vous? Il n'y a aucune collision parce que il ne collisionne pas avec mon player pour l'instant. On verra ça tantôt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire maintenant une fonction que je disais qu'on va appeler le nom de l'état, walk enter. OK? Puis walk enter, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire straight machine travel to walk, qui est là. OK? Ensuite, de mémoire, mon walk, qu'est-ce que j'avais? J'avais une autre fonction à effectuer. La fonction, c'était, ben oui, j'ai pas pensé à ça. Faut que je lui indique que je suis dans la méthode, je suis dans l'état state égale walking. OK? Je suis en train de marcher. Donc là, ce qui va arriver, c'est que là, c'est là qu'il va changer son état. Donc, si je vais attaquer, par exemple, j'attaque, maintenant je veux qu'il marche. Une fois qu'il a terminé son attaque, je vais faire Enter, Walk, Enter. Il va changer vers l'état, il va voyager vers l'animation Walk. Et ensuite, il va changer son current state vers Walking. Donc, il est temps de passer à l'animation de l'attaque. Ce que l'on désire, c'est que l'ennemi puisse détecter le joueur s'il est devant lui. Si le joueur est devant et qu'il est assez près, on va lancer une attaque de la griffe. OK? Donc, ce que je vais avoir besoin, j'ai besoin d'un détecteur de joueurs
qui va être composé pas ce coup-ci d'un recast, mais on va utiliser un Aero 2D avec un Collision Shape. OK? Pourquoi que je fais ça, qu'on fait ça? C'est un choix. Si je ne m'abuse, je crois que le recast il est plus demandant au niveau des ressources du système. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va rajouter un Area 2D. Je vais aller dans mon mob, je fais CTRL A, Area 2D. Mon Area 2D, dedans, faut que je rajoute un Collision Shape. Collision Shape. Collision Shape, je vais tout simplement rajouter un Rectangle Shape que je vais déplacer un peu. Je vais mettre ça en galette un peu. Je vais l'agrandir. Puis je vais le mettre en avant du joueur, de mon personnage. Donc, dans mon cas ici, il va détecter le joueur dans cette petite zone-là. OK? Donc, je l'ai mis un petit peu plus petit que mon Raycast parce que si je le mets à la même hauteur que mon Raycast, ça se peut que là, ben, il faudrait que je joue avec les collisions, là, mais je ne veux pas jouer avec ça. Là. Ce qui arrive, c'est que là, quand il va arriver dans le mur, ça se peut que si l'Area 2D est plus grand que le Raycast, il va empêcher le Raycast d'arriver dans le mur. Okay? Mais évidemment, on peut jouer avec les masses de collision. Donc, dans mon cas ici, mon Area 2D, lui, est dans le. Je veux qu'il y ait un masque, je veux qu'il ait collisionné avec quoi? Le joueur. Donc, je vais aller collisionner avec le player, tout simplement. OK? Au niveau du player, il va falloir que je fasse une petite modification. Je vais aller dans le player. Pouf. Player, je veux m'assurer qu'il fasse une collision. Là, je vais juste s'assurer qu'il va faire des collisions avec les ennemis. Donc, je vais cocher Enemies. Je vais juste le tester, m'assurer que tout fonctionne. Donc, je m'en viens ici. Et voilà, mon personnage, il bloque. OK? Lorsqu'il détecte le joueur. Maintenant, là, ce qu'il va falloir faire, c'est que on va rajouter un signal, que je vous rappelle, c'est quoi un signal dans Godot? C'est un mécanisme qui permet de détecter des événements, puis d'exécuter les fonctions si un événement précis arrive. Donc, dans ce cas ici, dans le cas présent, on veut que le déclencheur déclenche un événement lorsqu'un autre corps se retrouve dans son espace. Dans mon cas ici, lorsque lui, il détecte le player, hey, je veux que tu collisionnes, je veux que tu lances un événement. Donc, je vais aller dans Area 2D, dans la node. Ce que je veux, c'est Body. Je veux savoir lorsque le joueur est dans sa zone et lorsqu'il va sortir de la zone. Donc, ce qu'on a, c'est Body Entered comme signal. Les signaux, on se rappelle que c'est dans l'onglet Node, dans la section signaux. Mieux, tu sais, Area 2D, ça ne dit pas grand-chose. Donc, je vais l'appeler Player Detector. Voyez-vous? Donc, il va détecter le joueur. Donc, un Player Detector. Puis là, je vais faire Body Entered. Là, je vais connecter mon joueur. Connecter. Player Body Entered. Puis je vais faire la même affaire pour Body Exited. Body Exited. Maintenant, la méthode qui va recevoir le joueur, ce que j'ai besoin de savoir, c'est j'ai besoin de savoir si l'autre joueur, est-ce qu'il est là, l'autre joueur? Puis lorsqu'il va cliquer, on va dire, hey, il n'est plus là, l'autre joueur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire si body name égale player, OK, current state attacking. Là, c'est mon code qui a auto-géré ça. Là. On va aller. On va voir si ça va être la bonne mécanique. Mais ce ne sera pas ce qu'on va utiliser. OK? Je vais dire. Je vais faire pass pour l'instant. OK? Donc, je vais juste imprimer pour voir si ça débug, si c'est bel et bien. Ah, je suis dans Exited, c'est pas la même place. Tout. Je vais aller ici, je vais faire pass. Je vais le faire dans mon Enter ici. OK. Je vais juste tester, voir si c'est bel et bien correct mon code. Donc, on va aller voir dans mon joueur. Body entered.
body entered, body entered. On le voit en arrière, là, que j'ai un body entered. OK. Pouf, body entered. OK, player entered. Donc, dans mon cas ici, il fonctionne bien. Je vais faire la même affaire. Ici, je vais faire tuck, exited. OK. Donc, techniquement, je devrais voir les deux, le entered et le quit. Tuck, exit, tuck, exit, tuck, exit. Ça fonctionne relativement bien. OK. Donc, ce que je veux savoir, c'est, je vais avoir un drapeau dire, hey, le joueur il est dans ma zone. Puis, je veux aussi avoir une référence au joueur. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va compléter le code du body enter. Donc, je vais avoir besoin ici, mettons le enter, je vais dire is player near. Donc, si le joueur est nearby, mettons, on va l'appeler de même. On va le mettre à vrai. OK, oups. Oui, c'est quoi ça? Vrai. Puis, je vais dire player égale body as kinematic body 2D. OK? Donc, je vais aller les générer et créer ces variables-là. Var is, comment je l'ai appelé? J'ai une blanc de mémoire. Donc, is player nearby. Is player nearby égale false. Puis var player qui va être un kinematic body 2D. OK? Donc, s'il est prêt et si c'est un kinematic body, puis je vais faire l'inverse pour le exited. Nearby false. Puis ici, au lieu de faire une référence, je vais écrire nul. Donc, je vais enlever la référence au joueur. Donc, je vais juste faire jouer ça. S'assurer que tout fonctionne bien. Pouf. Et je n'ai pas de bug qui est apparu. Comme l'état de marche, il va falloir qu'on a créé une transition vers l'état de marche avec walk enter. On va faire la même affaire avec le attacking enter ou attack enter. Donc, je vais retourner au code. Ici, je l'ai appelé comment? Walk enter. Je vais faire la même affaire. Ici, je vais faire attack enter. Puis state machine travel attack, puis current state attacking. Tout simplement. Donc, je vais aller voir dans mon cas, voir si j'ai pas de faute. Attaque avec un ATTK, ATTAC. Puis ATTAC, current state attacking. Donc, ce qui va arriver, c'est lorsqu'il va détecter le body enter, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire attacking enter. Tout simplement. OK? Pour voir si ça fonctionne, je vais aller dedans. Puis, pouf, voyez-vous? Regardez mon personnage. Pouf, il attaque quand je rentre dedans. Maintenant, je vais faire la même chose. Je vais aller, lorsqu'il sort le personnage, je veux qu'il s'en aille vers la marche. Donc, player null, je vais faire walk, enter, tout simplement. Je vais aller retester. Tout. C'est merveilleux quand ça fonctionne. OK? Voyez-vous, donc, j'ai l'attaque de mon personnage. Donc, j'ai le enter, l'attaque. Maintenant, ce qu'il va rester à faire. Donc, le personnage, il faisait une attaque quand j'approchais, il continuait la marche. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est faire changer la direction du personnage. Donc, lorsque la personne, le joueur va sortir du détecteur de joueurs, je vais vouloir faire flipper la direction, puis ensuite rentrer dans la marche. Donc, vous vous rappelez, tantôt, j'avais la fonction flip direction. Je vais faire flip direction, puis entre dans la marche. Je vais exécuter mon code. J'entre, il tourne, il me frappe, je recule, puis il recommence. Il me frappe,
Je recule, je recommence. Voyez-vous? Un élément que j'aimerais rajouter dans le jeu, c'est, regardez, il attaque une seule fois, mais mon joueur reste là. J'aimerais ça qu'il continue à attaquer tant et aussi longtemps que mon joueur est dans sa bulle. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va retourner dans le projet, dans le code. Vous vous rappelez, ici, on a is player nearby qui était true. Donc, je vais utiliser cette variable-là dans la méthode attack. Parce qu'oubliez pas que là, dans current state, il est dans attacking. Attacking, il attaque. Mais là, on n'utilise rien dans l'attaque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire attaque si, dans ce cas ici, le player est encore prêt. Je vais juste dire continue, reste dans le mode attaque. Donc, statemachine.travel attaque. Tout simplement. Donc, ce qui va arriver, c'est que le joueur va attaquer, il finit son animation, il retourne dans l'idle. Hey! Il est-tu encore proche? Oui, continue dans l'attaque. OK? Donc, je vais l'exécuter. Attaque, 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 attaque. Voyez-vous, il m'attaque toujours. OK? Donc, ça fonctionne. Maintenant, on va passer à la prochaine étape. J'ai remarqué un petit bug qui gosse juste un petit peu. OK? Qui est achalant, irritant. Regardez bien. Je rentre dedans. Si, voyez-vous, lorsque le joueur il sort, le personnage, il tourne, mais il attaque encore. Donc, ce que je voudrais faire, c'est quand il lance son attaque, je voudrais que le personnage, avant de changer de côté, termine son attaque et ensuite change de côté. Fait que c'est un petit bug, un petit irritant. On va l'améliorer. C'est là que je vais introduire le concept de piste d'appel de méthode. Donc, dans l'Animation Player, OK, où est-ce qu'on est? À l'attaque, j'aimerais que ça appelle une méthode qui va s'appeler, par exemple, attack done. OK? Donc, done dans le sens terminé. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans mon code, ici, je vais me rajouter une fonction qui va s'appeler func attack done. OK? Puis, quand l'attaque va être terminée, ce que je vais faire, c'est que je vais comment dire, là, je vais faire le flip. Je vais faire le flip dans attack done lorsque le joueur ne sera plus à proximité. If is player nearby, if not player is nearby. Donc, s'il n'est pas prêt, là, c'est là que je vais faire je vais faire un flip direction. Flip direction, current state, walking, tout simplement. Oups. On va l'essayer ça comme ça. Tac done. Ouf. Oh, non, ça n'a pas fonctionné. Bon, un petit bug, c'est pas grave. Ça fait partie de la game. OK, dans ce cas ici, c'est walk enter. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais devoir désactiver cette portion de code-là. Oups, j'ai croché le mauvais bouton. Portion de code ici. Je vais commenter ça. Tout simplement. Tout. OK. Donc, on va réessayer ça. Pourquoi tu veux pas partir? On va aller voir. Is player nearby? Attack done. Ah, ben oui. OK. Je viens de catcher pourquoi. Dans ce cas ici, je parlais tantôt du Animation Tree, mais il faut lui, pas Animation Player, il faut lui dire à cette heure qu'une fois qu'il est terminé l'animation, lance la méthode attack done. Donc, ce que je vais faire, c'est la méthode d'appel, piste d'appel de méthode, dans le code mob, je fais OK.
Maintenant, à la fin de l'animation de l'attaque, je clique dessus avec le bouton droit, je fais insérer clé. Dans les script méthodes, je devrais avoir attack done. Attack done, qui est script methods. On floor. Oh, il est où? Un instant. Insérer clé. Attaque. OK. Je reviens. J'ai trouvé le petit bobo. Dans ce cas ici, OK, si vous ne voyez pas attaque done, je vais recommencer mon... Fuck. Bon, j'ai trouvé mon bug, qu'est-ce qu'il était. Dans ce cas ici, ce qui arrivait, c'est que bon, Godot n'a pas mis à jour les pointeurs, ben, les noms des méthodes dans le code. Donc, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est il a fallu que j'ai fermé mon VS Code par précaution. J'ai fermé mob, OK? J'ai rouvert mon mob, ensuite la scène de mon mob, puis là, les méthodes devraient réafficher. Mais les méthodes devraient être accessibles maintenant à jour. Donc, dans ce cas ici, je vais dans fonction, insérer clé à la fin, puis j'ai attack done qui est ici. Je vais faire ouvrir et voilà, à la fin, j'ai attack done. Maintenant, il me reste à tester, voir si ça fonctionne. Pouf. Voyez-vous? Un petit détail, là, mais qui est intéressant, il termine sa méthode avant de pouvoir lancer son attaque. Okay? Donc, c'est la petite amélioration que je voulais rajouter. Maintenant que le projet fonctionne, l'animation fonctionne, l'ennemi réagit suite à où est-ce que le joueur se retrouve. Je suis certain que vous voudriez avoir un petit quelque chose pour faire réagir le joueur s'il se ferait frapper. Donc, on y va. On va ouvrir la scène du joueur. OK, player. Puis, ce que l'on veut, c'est que lorsque l'ennemi attaque le joueur et que lorsque le joueur est encore dans la zone de contact, le joueur recule. Tu sais, comme un petit hit. Donc, ce qu'on appelle un knockback. OK? Donc, dans mon code, ce que j'ai besoin, enemy player, de mon joueur, excusez. C'est une zone de dommage chez le joueur qu'on va appeler Hurt Box. OK? Donc, boîte de dommage. Dans ce cas ici, la boîte de dommage, si je m'en viens dans mon Godot, OK? Je vais rajouter un Area 2D. OK? Je vais le renommer Hurt Box pour boîte de dommage. Le Area 2D, lui, a besoin d'une Collision Box ou Collision Shape. OK? Collision Shape qui va être la zone de collision qui va... Où est-ce qu'on va faire réagir le dommage du joueur. Dans la collision, on va rajouter un rectangle. Rectangle Shape. On va... Oups! Je vais désactiver les enfants. OK, la modification des enfants. Je vais juste l'activer de manière à ce que ce soit un petit peu plus petit que... Un petit peu plus grand. Je vais juste regarder la Collision Shape actuelle. OK. Fait que là, lui, je vais faire un petit peu plus grand que sa Collision Shape. Et voilà. Quoique je pourrais modifier la Collision Shape pour qu'elle soit aussi un petit peu plus petite. Collision Shape, celle-là, je vais la rapetisser un petit peu plus. OK. Je vais prendre celui-là. Donc, pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux qu'il y ait un dommage avant d'arriver dans la zone. Puis ça va tellement vite que même s'il dépasse un pixel, c'est pas vraiment grave. Donc, j'ai ma Hurt Box, OK, qui a sa Collision Shape. Je vais juste fermer ça. Fait que cette Collision Shape-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va réagir avec l'autre joueur. Donc, fait que j'ai mon joueur, j'ai mon mob, j'ai mon player detector, OK. Mon Hurt Box qui est là. Lui, je vais le mettre dans la collision. Il va réagir avec les ennemis, OK, mais il ne réagira pas avec l'environnement et les joueurs. OK.
Pour le Hurtbox, lui va réagir suite à l'ennemi aux ennemis qui rentrent dedans. Donc, les ennemis, il va falloir les identifier. Puis l'identification qu'on va faire, c'est que dans le Player Detector, par exemple, on va rajouter un groupe. OK? On va le rajouter, le Player Detector, dans un groupe. Comment on fait ça? C'est qu'on va aller dans le. On sélectionne Player Detector, on va dans Node, puis on va dans le groupe. Puis lui, je vais l'appeler Enemy Hitbox. OK? Donc, ce que ça fait, c'est que. Je vais corriger Enemy pour l'écrire comme il faut. Je vais l'effacer, je vais le recommencer. Enemy en anglais, Hitbox, j'aime bien que c'est bien écrit. Enemy Hitbox, OK? Donc, ce que ça va faire, c'est que là, dans mon joueur, mon Hurtbox va réagir avec les Hitbox selon qu'est-ce qui va rentrer dedans. Le Hurtbox, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir dans les signaux, il y a un area qui est entered, il y a quelque chose qui est rentré dans ma zone. Puis dans ma zone, ça va être quoi? Ça va être le enemy hitbox. Donc, entered, je vais aller rajouter Hurtbox area entered, OK, connecté. Je vais aller à la fin que je vais avoir mon Hurtbox. Dans le Hurtbox, je vais pouvoir filtrer. Je vais dire if area is in group. Quel groupe? Enemy hitbox. Donc, c'est un filtre. OK. Donc, si il est dans le hitbox, là, je vais faire réagir mon ennemi. Je vais faire un print. Enemy inside. OK? Juste pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Donc, si je l'exécute, j'ai trouvé mon bug. Dans ce cas ici, le bug, il va être il est dû parce que je n'étais pas dans la bonne couche. Mon Hurtbox n'est pas dans la bonne couche. En effet, regardez, il est dans la couche. Il est dans la couche map. Je vais le mettre dans la couche player. Donc, je vais retester mon code. Tout. Vous voyez voir en arrière dans le debug, l'ennemi est à l'intérieur. Donc, dans ce cas ici, je vais aller rechercher mon code. OK, donc, enemy in hitbox, print enemy inside. Donc, une fois que tu fais taper, j'aimerais ça donner un petit, comment dire, un petit kickback à mon joueur, un knockback en fin de compte. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller créer comment dire, une variable knockback, knock-up, OK, avec une certaine valeur qui va faire en sorte que le joueur va, d'un coup, il va reculer lorsqu'il rentre en contact avec l'ennemi. Donc, dans ce cas ici, je vais faire une variable qui va s'appeler var knock, no knockback. Je vais mettre une valeur de 1000, par exemple, puis var knock up, une valeur de moins 750. Donc, des valeurs assez élevées pour qu'il y ait vraiment une impulsion rapide. Donc, dans on Hurtbox area entered, au lieu de dire enemy inside, ce que je vais écrire, c'est que je vais écrire velocity.x égale, on fait une interpolation linéaire, lerp, velocity.x, la vitesse actuelle qu'il est, knockback multiplié par pas la direction qu'il est, mais la direction vers quel côté qui va. Bon, on va essayer avec la direction. Donc, knockback. Si je pointe par en avant, j'aimerais ça que le knockback se fasse par en arrière. Donc, ça va être moins direction. Ça, c'était-tu direction ma valeur? Ah oui, c'est direction. Donc, direction, donc moins direction. Avec dans un temps d'environ, disons, 0.5, mettons, secondes. OK? Donc, l'interpolation linéaire, un poids de 0.5. Ensuite, en Y, on va faire le même concept, donc lerp. Lui, il part d'une vitesse de 0 parce qu'il est au sol. Knock up avec un poids, mettons, disons, de 0.6 pour le deuxième. Puis ensuite, velocity égale move and slide. Velocity knock up. On teste. Je fais d'un côté. Hop.
Pourquoi il ne veut pas le faire en arrière? OK, j'ai mon knock-up. On va aller débugger. Pourquoi il ne veut pas faire le knock-up? OK, on va tester quelque chose au niveau du bug que j'ai pour le knockback. On va dire facing right, mettons. Facing right qui est une variable qui n'existe pas. Donc, je vais écrire dire, puisque le joueur n'est pas une machine à état fini, voyez-vous, c'est un petit peu plus compliqué à garder, à gérer. Donc, facing right. Donc, si la direction n'égale pas 0, facing right égale dire. OK? Donc, seulement si il face à droite, knockback. Ah, ben oui, c'est ça. Parce que la façon dont le joueur fonctionne, c'est que la direction est gérée selon la valeur. Mais si j'appuie sur rien, direction égale 0. Donc, dans mon cas ici, le knockback égalait 0. Donc, je vais faire facing right. C'est l'inverse de facing right. Donc, dans ce cas ici, je vais l'exécuter. Pouf, et voilà. Il recule un peu quand il se fait knockout. OK, c'est parfait. Donc, maintenant, il manque une petite affaire. J'aimerais ça que le personnage. Une petite affaire, le fun, là, c'est que quand il se fait frapper par l'ennemi, il clignote. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'on va rajouter une fonction de. La fonction de clignotement, je vais l'appeler Blink. Blink, c'est ça en anglais. Func Blink. Dans Blink, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler le Hurt Box. Pour désactiver le Hurt Box, Deferred, on va changer une propriété Monitoring False. OK? Je vais juste la désactiver. Puis monitorable aussi, je vais le désactiver. Okay. Donc, je vais désactiver monitorable aussi. Monitorable. OK. Ce que ça va faire, c'est que le Hurtbox, à la fin du frame de la boucle, on la désactive pendant le clignotement, puis on va la réactiver lorsque le clignotement va être terminé. Donc, ce que je vais faire, c'est sprite.visible. OK, là, en passant, je montre une façon de faire, mais il y a des façons plus élégantes que ça. C'est par exemple utiliser des. Si vous êtes vraiment avancé, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle des shaders. Donc, vous irez lire là-dessus les shaders, c'est un monde à part. C'est très intéressant. Donc, yield get 3.create timer. Mettons 0.50 millisecondes, 0.05. OK. Virgule, on va coller le timeout. Timeout. OK. Donc, ce que ça fait, cette ligne de code-là, c'est qu'on crée un timer qui va revenir lorsque le timeout va être complété. Yield, ce que ça fait, c'est sort, va faire d'autres trucs, reviens lorsque tu auras terminé tes trucs. Là, je vais alterner entre sprite visible false, sprite visible true. Puis, je vais faire ça 2 fois. Fait que dans ce cas-ci, on va avoir 0.7 timeout, disons, puis l'autre 0.1 timeout. Donc, je vais faire alterner true, false, true à la fin parce que je veux que le personnage revienne. Donc, à quel moment que je veux que ça revienne. Donc, blink, true, false. Puis, on va y aller de cette façon-là. Puis, ici, ben, je vais appeler blink tout simplement. Donc, on va l'activer. Pouf. Et voilà, mon joueur, il blink. Bon, on sait que le projet fonctionne. Il y a d'autres éléments dans le code qui restent à faire que j'aimerais améliorer, mais la vidéo est déjà assez longue, fait que je vais la faire dans une autre vidéo. J'aimerais rajouter par exemple des fonctionnalités comme la mort du joueur ou de l'ennemi. Refactoriser le joueur parce qu'on se rappelle le joueur. Le code n'est pas dans une machine à état fini, mais c'est vraiment un paquet de if, puis ça devient dur à gérer. Donc, c'est des éléments que j'aimerais améliorer pour le projet. Donc, en résumé, ce que l'on a vu,
c'est la gestion des fichiers qui nous permet de classer les différentes ressources du jeu. Donc, si je m'en vais dans les assets, je vais avoir un dossier assets. On a vu dans le code, on va avoir vu, voyons, je cherche le code. Pourquoi tu veux pas? OK. Dans la machine à état fini, OK, donc un switch case qui va être géré à ce niveau-là. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est le nœud raycast qui est dans le mob, donc le floor detector. On a vu l'Era 2D aussi pour faire les contacts avec le joueur. On a vu la gestion des couches. On a vu aussi les signaux. On a vu les pistes d'appel de méthode qui permet d'appeler des méthodes à la fin d'une animation. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis, on va se revoir la prochaine fois. Ciao, bye!